d'abord, je me présente, Benoît Breu, je suis l'animateur du Comité Grand Lille et dans le cas présent, j'animerai cette table ronde qui s'organisera autour de 3 intervenants. Donc tout d'abord, Aurélien Bigot, chercheur sur les transitions énergétiques des transports, qui nous présentera ses recherches et ses réflexions face aux défis sur les transports face aux défis des transitions énergétiques. Mathieu Chassigné, coordinateur marche et covoiturage pour l'ADEME nationale, qui interviendra sur la place de la voiture dans les mobilités en France et sur les leviers de transformation des mobilités, ainsi que Sébastien Morvan, cofondateur de Beer Project, qui exposera un cas pratique sur la décarbonation des mobilités au sein d'une entreprise. Donc 3 profils un peu différents. On a d'abord un profil très universitaire, un profil davantage opérationnel tourné vers les politiques publiques et un profil totalement opérationnel, très clairement tourné vers l'entreprise. Ces séquences seront toujours organisées de la même manière. On aura une présentation qui durera entre 10 et 15 minutes par chacun des intervenants pour échanger sur leurs propositions, leurs réflexions. Ensuite, s'en suivra un très rapide débat avec les intervenants, entre intervenants. On demandera aux 2 autres intervenants qui n'ont pas encore parlé de réagir ou d'apporter différentes questions par rapport aux propos tenus. Et ensuite, vous aurez l'occasion de poser des questions à ces différentes personnes via, alors il y a un petit QR code qui va arriver, hop, via l'application Slido. Donc je vous invite à prendre en photo. Alors j'espère que ça va fonctionner, sinon c'est slido.com. Vous avez un petit numéro à indiquer et puis à partir de là, vous aurez l'opportunité de poser vos questions aux différents intervenants. On essaiera de tenir en 5-10 minutes pour pas trop déborder. Mais je vous fais confiance, j'essaierai de maintenir les horaires. Et puis donc on va passer à la première séquence avec la présentation par Aurélien Bigot des questions de ses travaux sur les transports face aux défis des transitions énergétiques. Très brièvement, Aurélien, je vais vous présenter. Vous êtes chercheur sur les transitions énergétiques des transports. Vous avez soutenu fin 2020 une thèse sur le sujet « Les transformations face aux défis de la transition énergétique, exploration entre passé et avenir, technologie et sobriété, accélération et ralentissement ». Une thèse étudiante sur les leviers de transition du secteur en France pour contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone. Ensuite, je continue. Vous avez travaillé sur le volet transport des scénarios de transition 2050 de l'ADEME. Et désormais, vous êtes chercheur associé à la chaire Énergie et Prospérité. Est-ce que ça vous convient? Bon, ce que j'ai trouvé n'était pas faux alors. Aurélien, je vous laisse la parole. Vous avez 10-15 minutes pour présenter vos recherches et vos réflexions sur ce sujet. Merci, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Donc, avant de passer finalement à des aspects de décarbonation des mobilités à la française et si on s'inspirait de vos voisins, je vais déjà présenter quelques éléments de contexte sur les mobilités en France et les enjeux de décarbonation qu'il peut y avoir. Et pour démarrer, déjà prendre un petit peu de recul sur l'évolution de notre mobilité sur les dernières années, sur les dernières décennies. Je crois oui, si c'est bon, ça a bien démarré pour la présentation. Et si on regarde un petit peu depuis 2 siècles comment nos mobilités ont évolué, et on peut regarder cette évolution sur 3 différentes caractéristiques de nos mobilités, combien de temps on passe dans les transports, combien de trajets on fait, ou encore combien de kilomètres on peut faire par jour. Et en fait, si on regarde sur ces caractéristiques, il y en a 2 qui sont restées assez stables sur les dernières décennies et même sur les 2 derniers siècles. C'est-à-dire qu'on fait toujours de l'ordre de 3 à 4 déplacements par jour et par personne. On se déplace de l'ordre de 1 heure par jour en moyenne au sein de la population. Et du coup, le temps moyen des trajets, si on divise 1 heure par 3 à 4 déplacements, c'est de l'ordre de 15 à 20 minutes. Et donc ça, c'est resté aussi stable. Et c'est aussi ce qu'on retrouve comme ordre de grandeur sur l'utilisation des différents modes de transport du quotidien. Donc la marche va être utilisée sur des durées de l'ordre de 15 à 20 minutes, le vélo, les transports en commun ou encore la voiture également. Mais par contre, ce qui diffère énormément entre ces modes, c'est quelle est leur vitesse. Et du coup, avec ces 15 à 20 minutes, quelle est la distance qu'on va parcourir. Et donc, c'est plutôt de l'ordre de 1 km ou un petit peu plus avec la marche, ou plutôt 10, 15, 20 km si on est avec des modes de transport plus rapides, tels que la voiture, qui a pris une place prépondérante dans nos mobilités, on le verra ensuite.
Et donc, historiquement, on a eu une accélération très forte de nos mobilités. Cette vitesse des mobilités a été multipliée par 10 à 12 en ordre de grandeur, si on combine courte et longue distance. Et donc, on en a profité, en fait, ce qui est assez contre-intuitif, c'est qu'on n'en a pas profité pour passer moins de temps dans les transports, mais on en a plutôt profité pour aller plus loin. Et donc, la distance moyenne de nos déplacements a augmenté d'un facteur 10 à 12, cette multiplication par 10 à 12, qui s'est faite par une augmentation des distances moyennes des déplacements, parce que le nombre de trajets dans le même temps est lui aussi resté assez stable. Donc c'est vraiment une évolution majeure de notre mobilité par le passé, cette accélération de la vitesse et donc cette explosion des kilomètres parcourus. Et quand on regarde les estimations de kilomètres parcourus qu'on peut avoir sur les dernières décennies, ce qu'on voit, c'est que c'est essentiellement depuis les années 50 qu'il y a eu cette très forte hausse avec l'augmentation de l'usage de la voiture, de la possession des voitures de la part des ménages. Il y avait une voiture pour 25 habitants en moyenne en 1950 et on est à une voiture pour 2 habitants, même un peu plus désormais, depuis le début des années 2000. Donc on voit à quel point cet usage de la voiture a porté à la hausse les kilomètres parcourus. Et puis en même temps que d'avoir porté à la hausse les kilomètres parcourus avec un mode de transport particulièrement émetteur, eh bien ça a aussi porté à la hausse les émissions de CO2 des transports. Donc là c'est à la fois les émissions de CO2 des transports de voyageurs et aussi de marchandises sur les transports intérieurs. Donc ici il n'y a pas de transport international. Et ce qu'on voit, c'est que jusqu'au début des années 2000, ça a beaucoup augmenté. Sur les années 2010, c'était assez stable. On voit l'effet du Covid en 2020, bien évidemment. Les émissions sont reparties à la hausse depuis. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2022, c'est repassé au-dessus de l'objectif qu'on pouvait avoir dans la stratégie nationale bas carbone en termes de baisse des émissions de CO2 dans les transports. On a à court terme vraiment un enjeu de très forte baisse des émissions. D'ici 2030, même, la courbe sera encore plus pentue que ce qu'on voit sur ce graphique-là, dans le sens où cette stratégie nationale bas carbone est en cours de révision avec un objectif à l'horizon 2030 qui sera encore plus ambitieux que ça. Et on voit à 2050, en gros, qu'il faut sortir du pétrole dans le secteur des transports si on veut atteindre nos objectifs climatiques, alors qu'aujourd'hui, le pétrole représente plus de 90% des consommations d'énergie qu'on a. Donc c'est vraiment un défi qui est majeur, d'autant plus quand on a en tête les inerties qu'il peut y avoir dans le système des transports sur l'aménagement du territoire, le parc de véhicules, les pratiques de mobilité aussi qui mettent beaucoup de temps à changer. Donc c'est aussi ça qui pose un défi particulièrement fort pour atteindre ces objectifs climatiques. En plus des objectifs climatiques, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres enjeux de transition dans nos mobilités, parce qu'il y a d'autres impacts à la fois environnementaux, sociaux ou sanitaires des mobilités. Si on en fait une liste un petit peu rapide, il y a aussi des enjeux bien évidemment en termes de pollution de l'air. C'est aussi une autre raison de sortir du pétrole. Il y a aussi d'autres des sources de pollution de l'air hors échappement pour les particules fines, donc qui demandent aussi de réduire quelque part les trafics aussi de véhicules motorisés. Il y a aussi des enjeux en termes de consommation de ressources, à la fois pour les consommations de ressources énergétiques, notamment avec le pétrole aujourd'hui, les consommations de métaux pour les véhicules, les consommations aussi pour les infrastructures de transport. Et si on sort du pétrole, qu'on passe à d'autres types d'énergie, il y a aussi d'autres types de ressources qui seront nécessaires, que ce soit en métaux ou encore en biomasse, par exemple pour des agrocarburants. Il y a aussi des enjeux en termes de consommation d'espace, parce que les infrastructures de transport prennent beaucoup de place pour la circulation, le stationnement des véhicules. On a besoin d'un rééquilibrage de l'espace public, notamment limiter la place de la voiture pour donner plus de place aux autres modes de transport qui sont plus vertueux, pour avoir d'autres usages de l'espace public, uniquement un espace dédié au transport, ou encore pour davantage revégétaliser les villes aussi à l'avenir. Il faut aussi rééquilibrer l'espace public pour cela, mieux s'adapter aussi au changement climatique. C'est aussi des questions de qualité de vie, de santé publique. Il y a aussi d'autres questions de santé publique, notamment celle de la pollution sonore. Une grosse partie de la pollution sonore est liée au transport et qui a des impacts très concrets aussi d'un point de vue santé, y compris sur des maladies cardiovasculaires. On ne fait pas forcément ce type de lien, mais pour le coup, c'est de plus en plus documenté que ce stress typiquement lié à la pollution sonore peut avoir des implications sanitaires particulièrement importantes. Il y a bien sûr des enjeux d'accidentalité, notamment accidentalité routière particulièrement importants, des enjeux de santé publique autour de la question de la sédentarité, de l'inactivité physique. On ne fait pas assez d'activité physique dans nos modes de vie de manière générale et notamment dans nos mobilités, notamment en ayant remplacé pour beaucoup la marche par la voiture. Eh bien, on s'est de plus en plus sédentarisé, on a de plus en plus d'inactivité aussi dans nos mobilités. Et puis, dernier enjeu, sans forcément non plus être exhaustif, il y a des enjeux d'inégalité d'accès à la mobilité, inégalité sociale ou encore inégalité territoriale. Donc c'est tout un tas de défis aussi qu'il faut réussir à relever dans cette transition.
Heureusement pour cela, on a un certain nombre de leviers. Alors, ils sont présentés ici sous l'angle des émissions de CO2, mais j'y reviendrai après. Ils permettent aussi pour un grand nombre d'entre eux de répondre aussi aux autres défis que j'évoquais précédemment. Le premier levier qui est cité par la stratégie nationale bas carbone pour réduire les émissions, c'est le fait de limiter la demande de transport, les kilomètres parcourus, retrouver plus de proximité dans les déplacements du quotidien, potentiellement aussi des voyages moins lointains ou moins souvent pour les plus lointains d'entre eux, qui sont les voyages les plus émetteurs. Ensuite, moins utiliser l'avion, moins utiliser la voiture, et puis davantage se reporter, ce qu'on appelle le report modal, vers des mobilités actives comme la marche et le vélo, vers des transports collectifs avec du train, des bus, des cars, etc. Ensuite, on a un troisième levier qui consiste à améliorer le remplissage des véhicules, notamment avec le covoiturage. C'est là où il y a le principal levier, parce qu'il y a beaucoup d'émissions sur la voiture, mais aussi parce que le remplissage des voitures est particulièrement faible, surtout sur les trajets du quotidien et notamment sur le domicile-travail, où 9 automobilistes sur 10 sont seuls dans leur véhicule sur ce type de déplacement. Donc une des manières de répondre à cette sous-optimisation, c'est de mieux remplir les véhicules, ou bien sinon d'avoir aussi des véhicules beaucoup plus légers, ce qui est un des leviers aussi pour réduire les consommations d'énergie des véhicules. L'éco-conduite aussi, le 110 km/h sur autoroute permet aussi de réduire les consommations d'énergie des véhicules. Il y a d'autres leviers plus technologiques, l'amélioration du rendement des moteurs ou l'électrification des véhicules qui permettent aussi ces baisses de consommation d'énergie des véhicules. Et puis enfin, le dernier levier, c'est de décarboner l'énergie, c'est-à-dire de passer du pétrole qui, comme je le disais tout à l'heure, domine énormément le secteur des transports, à d'autres énergies moins carbonées, notamment pour la mobilité des voyageurs, ça va être beaucoup via l'électrique. Et puis pour d'autres types de modes de transport plus difficiles à électrifier, ça va être davantage peut-être aussi de l'hydrogène, du biogaz, des biocarburants, ou encore des carburants de synthèse qui pourraient être une partie aussi du mix énergétique des transports de demain. Et quand on regarde ces 5 leviers et qu'on voit comment ils ont évolué par le passé, eh bien finalement les leviers de sobriété pour l'instant ont plutôt joué dans le mauvais sens, c'est-à-dire on a augmenté les kilomètres parcourus, on s'est beaucoup reporté vers la voiture individuelle avec un moins bon remplissage des véhicules que par le passé, des véhicules de plus en plus lourds. Et puis dans le même temps, la technologie a plutôt joué dans le bon sens, notamment les progrès qu'il y a pu y avoir sur les moteurs, mais de manière vraiment insuffisante, en tout cas pour réussir à baisser fortement les émissions, pour être compatible avec nos objectifs climatiques. Donc à l'avenir, il faudra vraiment beaucoup plus combiner les 5 différents leviers de décarbonation pour réussir à atteindre nos objectifs. Si maintenant je reviens assez rapidement sur quelques questions qui reviennent assez souvent, un débat qui revient énormément dans les mobilités, c'est bien sûr la question de la voiture électrique. On peut déjà la regarder dans un premier temps d'un point de vue de son bilan carbone et de se demander finalement à quel point c'est le meilleur ou le pire des véhicules. Et il y a un peu deux manières de répondre à la question. Celle qu'on voit la plus souvent, c'est de comparer la voiture thermique avec la voiture électrique, donc la voiture au pétrole avec la voiture électrique. Et là on voit qu'il y a un gain très net en France à passer à l'électrique, une division par 2 à 5 en gros selon les études des émissions sur l'ensemble du cycle de vie de la voiture quand on passe à l'électrique. Mais pour autant, ça reste un mode de transport fortement consommateur de ressources et aussi assez impactant en termes de climat, mais aussi d'autres impacts environnementaux. Et en fait, pour ça, on peut s'en rendre compte en comparant la voiture électrique finalement avec d'autres types de véhicules, d'autres véhicules plus légers, que ce soit le vélo, la mini-voiture, j'aurais pu mettre le bus électrique, le train électrique, etc., qui sont des modes de transport vers lesquels on a toujours très intérêt à aller, même quand on passe à la voiture électrique. Donc, c'est-à-dire que même si l'électrique doit être finalement l'avenir de la voiture, il faut aussi envisager que notre mobilité ne doit pas être constituée autant de voitures individuelles que ça peut être le cas aujourd'hui. Il faut aussi faire cette transition vers davantage de sobriété. Et notamment, un des aspects, c'est aussi de se tourner vers des véhicules plus légers, plus sobres par rapport aux voitures qu'on a actuellement. J'évoquais par exemple qu'on a un remplissage des véhicules qui est particulièrement faible, et un des leviers qu'on a assez peu sollicité pour l'instant, c'est d'explorer finalement le potentiel de certains véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, qui permettent par rapport au vélo d'aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin, de transporter plus facilement des charges pour les vélos cargo par exemple, de faire plus facilement de l'intermodalité avec les transports en commun pour les vélos pliants, ou bien d'être protégé des intempéries, d'avoir un confort un petit peu plus élevé par exemple pour des vélos mobiles ou des vélos voitures. Et puis par rapport à la voiture, finalement, c'est d'avoir des véhicules qui sont bien plus légers, plus sobres, moins consommateurs de ressources et d'énergie, et ce qui permet aussi de faciliter l'accessibilité financière aussi à des véhicules électriques qui aujourd'hui sont assez souvent plus chers à l'achat, en tout cas moins chers à l'usage, mais plus chers à l'achat, donc aussi avec des problématiques sociales de ce point de vue-là. Et si on regarde un petit peu finalement maintenant les différentes solutions de mobilité que j'ai pu évoquer depuis le début,
Comment elles doivent se mettre en place sur le territoire ou par type de déplacement? Eh bien, on peut regarder ça sur le graphique que je vais progressivement animer en fonction de 2 axes. Un axe qui peut regarder quel type de mode de transport on peut privilégier selon les distances à parcourir. Donc sur le graphique, c'est 1, 10, 100, 1000, 10 000 km. Et puis un autre axe qui est de savoir à quel point on est sur des territoires avec des flux de déplacement importants. C'est-à-dire que dans les métropoles, typiquement là où il y a une forte densité de population, les flux de déplacement sont importants, alors que dans des zones rurales, des zones montagneuses, les flux de déplacement vont être bien plus faibles. Et puis si on regarde aujourd'hui quels sont les modes de transport qui sont dominants sur ces différents types de flux, eh bien quand on est au-delà des 1000 km, c'est le transport aérien qui va très largement dominer les mobilités. Quand on est en dessous des 1 km, et notamment en particulier dans les plus grandes villes, eh bien c'est la marche qui domine. J'ai mis aussi le vélo, même si aujourd'hui il ne domine pas vraiment sur ces segments de mobilité, mais c'est là où il y a son principal, disons, domaine de pertinence. Les transports en commun vont être développés en particulier dans les grandes villes ou entre les grandes villes, quand les flux de déplacement sont particulièrement élevés. Et puis finalement, tout le reste de notre mobilité, dès qu'on est au-dessus des 1 km, en dessous des 1000 km et qu'il n'y a pas de transport en commun particulièrement développé, eh bien c'est la voiture qui domine très largement les mobilités, une sorte de couteau suisse de la mobilité qui a été développé de manière vraiment extrêmement forte dans l'ensemble de nos déplacements. Et si on regarde à l'avenir, mais comment réduire finalement à la place du transport aérien, à la place de la voiture dans nos mobilités, eh bien, sur le transport aérien, il va falloir changer un peu les manières de voyager parce qu'il n'y a pas d'équivalent au transport aérien qui permet de partir à l'autre bout du monde finalement pour une semaine de vacances. Donc revoir aussi certaines destinations ou partir moins souvent pour les destinations les plus lointaines. Ensuite, pour la voiture, elle a encore un domaine de pertinence dans un système de mobilité durable, mais là où elle est son cœur de domaine de pertinence, c'est quand on peut mettre en place du covoiturage, finalement sur des zones où de densité inférieure à celle où on peut mettre des transports en commun. Les transports en commun, on peut les faire croître par rapport à aujourd'hui. Ils sont plus pertinents que le covoiturage quand il est possible de les mettre en place. Sur les plus courtes distances, on peut donner plus de place à la marche, encore plus de place au vélo, d'autant plus qu'on a un niveau de pratique qui est de l'ordre de 10 fois moins élevé que celui qu'on peut avoir aux Pays-Bas. Et puis, donc, on a des grosses marges de progression, d'autant plus qu'on a un certain nombre de véhicules aussi, notamment intermédiaires, qu'on peut développer davantage à l'avenir. Et ces véhicules intermédiaires aussi, quand on est sur des distances plus importantes, mais dans des zones où le covoiturage est difficile à mettre en place, où les flux de déplacement ne sont pas forcément suffisants, eh bien c'est notamment dans ces zones rurales où pour l'instant on a assez peu d'alternatives à la voiture individuelle qu'il peut y avoir une pertinence justement à développer ces véhicules beaucoup plus sobres. Et puis sur la plus longue distance, c'est aussi ponctuellement pouvoir avoir accès à un véhicule éventuellement en location avec de l'autopartage ou bien encore faire de l'intermodalité avec les transports en commun sur les plus longues distances. Donc développer finalement un bouquet de mobilité alternative, notamment alternative à la voiture individuelle, si on veut justement pouvoir contester un peu cette prédominance actuelle et aller vers des mobilités plus durables. Et puis ces mobilités plus durables, le grand message positif, c'est que finalement elles ont un grand nombre de co-bénéfices sur les autres impacts que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Donc sans détailler tout ce tableau, il reprend les 5 leviers que j'ai évoqués, les différents impacts qu'on peut avoir au-delà des émissions de CO2, la pollution de l'air, les consommations de ressources, etc. Et ce qu'on voit, c'est que le tableau est beaucoup plus vert que orange, c'est-à-dire on a beaucoup plus de co-bénéfices à faire cette transition que de nouveaux impacts. Et notamment dans les 2 colonnes sur la droite, on a beaucoup plus de co-bénéfices si on va vers plus de sobriété que vers des leviers purement technologiques. Et notamment si j'illustre ça avec la voiture électrique et le vélo, finalement, qui sont un peu 2 types de transition des véhicules thermiques. La voiture thermique, soit l'option technologique de transition, c'est l'électrique. On y gagne sur le climat, sur la pollution de l'air, sur la pollution sonore, mais ça ne changera rien, par exemple, sur d'autres problématiques comme la consommation d'espace, comme l'accidentalité routière ou encore comme la sédentarité, l'inactivité physique. Et puis ça rajoute des défis sur la question des métaux, en particulier pour les batteries. Alors que si on se tourne davantage vers des véhicules plus sobres, et là il y a l'exemple du vélo ou de véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, eh bien on a beaucoup plus de co-bénéfices, à la fois parce que c'est un véhicule qui émet peu de CO2, peu consommateur de ressources et d'énergie, peu consommateur d'espace à l'usage ou au stationnement, qui est peu coûteux également, et puis assez silencieux, peu émetteur de gaz à effet de serre, et qui a un bénéfice pour la santé particulièrement fort. Donc un des messages aussi, c'est qu'à l'avenir, cette sobriété qu'on a moins sollicitée pour l'instant, eh bien on a tout un tas d'intérêts aussi à la solliciter davantage à l'avenir pour aller vers des mobilités plus durables. Donc une mobilité plus sobre, c'est moins de carbone, mais aussi plus d'aménités positives pour les territoires, pour les individus. C'est un peu ça le discours général. C'est ça, et après il y a tout le défi de faire cette transition, mais en tout cas l'horizon est souhaitable. Et après c'est de réussir en effet à mettre tous les leviers à disposition pour faire en sorte que cet avenir-là advienne. Et puis
Là, je pense que mes voisins aussi compléteront le propos sur cette mise en œuvre. Juste, vous êtes optimiste ? Ça dépend ce qu'on regarde. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, il y a des choses qui vont pas dans le bon sens, ou il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais pas du tout suffisamment rapidement par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Donc après, est-ce que je suis optimiste ou pessimiste ? C'est pas tellement la question. Au fond, c'est à quel point on se mobilise plus rapidement pour faire en sorte qu'on atteigne à la fois ces objectifs climatiques, mais aussi cet horizon globalement plus souhaitable en termes de mobilité, de qualité de vie. Mathieu, est-ce que vous avez une remarque par rapport à tous ces propos, ou bien une question à poser en réaction à cette présentation très très riche? Ouais, alors nous on s'appuie beaucoup sur les travaux d'Aurélien à l'ADEME quand on fait des scénarios de décarbonation à horizon 2050 notamment. Là, on a un gros exercice en cours à l'échelle de la région sur comment décarboner entièrement le secteur des transports de personnes et de transport de marchandises à horizon 2050. Donc pour nous, il n'y a pas un scénario unique. Ce serait prétentieux, on va dire, de dire il y a un scénario unique et c'est sûr que ça va se passer comme ça. Donc nous, on se cale plutôt sur les méthodologies du GIEC et on dit il y a 4 scénarios possibles. Certains sont plus technologiques, d'autres vont plus jouer sur les leviers de la sobriété. Et donc tout ça pour dire que la décomposition en 5 leviers, elle est très bonne parce qu'elle permet de voir instantanément sur quoi on peut jouer. Et en fait, l'idéal, c'est de jouer sur l'ensemble. Mais ça permet de décomposer l'effort et de ne pas dire la mobilité, c'est un gros truc, on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Là, ça permet de dire voilà, on peut travailler sur ces 5 leviers différents. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un levier qui est quand même beaucoup moins utilisé que les autres, c'est le levier de la demande. Donc réduire la portée des déplacements. On sait qu'on va complètement à l'inverse. Aujourd'hui, on se déplace de plus en plus loin. On se déplace autant par jour, Aurélien l'a très bien montré, mais on se déplace de plus en plus loin pour aller travailler, pour aller faire ses courses, pour ses loisirs, etc. Et en fait, personne ne souhaite se déplacer loin. C'est pénible. Personne ne souhaite faire ses courses à 15 bornes de chez soi. Or, le politique, dans ses plans d'action, dans ses grandes stratégies, si on prend par exemple les plans de déplacement urbains, ou le plan de mobilité, comme on les appelle maintenant, il y a toujours un objectif sur les parts modales. On dit par exemple aujourd'hui 56% des déplacements à l'échelle de la MEL sont faits en voiture. L'objectif, c'est qu'en 2030 ou en 2040, par exemple, ce soit 40%. Il y a un objectif qui est clairement défini, donc on peut le suivre au cours du temps. Il n'y a jamais un objectif qui est défini sur les distances parcourues. On ne dit jamais l'objectif, c'est d'avoir des déplacements qui soient plus courts parce qu'on aura remis de la proximité dans notre territoire, parce qu'on aura réussi finalement à développer les moyens de déplacement de proximité, comme la marche et le vélo. Donc, si on ne définit pas un objectif, en fait, la première étape pour agir, c'est de définir un objectif. S'il n'y a pas d'objectif, on ne peut pas agir sur le sujet. Et moi, je suis toujours un peu étonné que le décideur public s'empare très peu de cette question. On parle toujours de technologie des transports ou de part modale, mais quasiment jamais de demande de transport et de proximité. Les mobilités contraintes, ça c'est un gros sujet sur lequel il semble, et à plusieurs reprises on a eu des acteurs politiques qui ont évoqué ce levier qui était actuellement peu exploité, peu valorisé et pourtant qui est absolument considérable dans les politiques. Sébastien, votre réaction par rapport aux propos tenus? Alors déjà un grand merci, parce qu'effectivement moi je m'attendais à une présentation peut-être ultra compliquée venant des années de recherche. Un grand merci de vulgarisation ici parce que j'ai trouvé la présentation très claire, très visuelle et très impactante. Donc merci pour ça. 5 leviers, c'est intéressant effectivement de les catégoriser. On voit un petit peu la sobriété par rapport à la technologie. J'ai envie de dire peut-être l'homme versus la machine. Et on sent aussi que la machine a pris un peu d'avance sur l'homme. Parce que vous disiez que c'est sur la technologie qu'on progresse énormément et sur la sobriété qu'on progresse peut-être pas du tout aussi rapidement qu'on devrait. Et là, j'ai envie de dire, la sobriété, c'est nous, c'est l'homme. Et donc, je crois que le thème de la conférence aussi, c'est est-ce qu'on pourrait s'inspirer de certains pays voisins ? Est-ce que vous voyez des politiques comportementales qui, en Europe ou ailleurs, qui sont vraiment positives pour nous inciter à changer nos comportements? On sait que c'est ce qui est parfois le plus difficile. Est-ce que vous voyez des exemples ailleurs qui pourraient arriver aussi ici en France, en Europe? Je pense qu'il y a forcément des types de mobilité qui sont bien plus développés dans d'autres pays
qu'en France. Si je fais une réponse très facile, on peut prendre l'exemple du vélo, où il y a d'autres pays, que ce soit les Pays-Bas, le Danemark ou même d'autres pays voisins qui sont bien plus avancés qu'en France. J'évoquais cette multiplication par 10 de la pratique du vélo aux Pays-Bas par rapport à ce qu'on a en France. Et je pense que l'enseignement qui est intéressant quand on regarde cette histoire de la pratique du vélo dans les Pays-Bas, c'est que ce n'est pas juste un aspect culturel où les Néerlandais naîtraient avec une grande envie de faire du vélo et que ce ne serait pas le cas en France, etc. C'est vraiment les politiques publiques qui vont structurer à quel point c'est facile, à quel point c'est sécurisé, à quel point on a des bonnes incitations à utiliser ce mode de transport plutôt que la voiture notamment. Et c'est vraiment ça qui donne de l'espoir aussi, en tout cas sur le fait qu'on peut faire cette transition à condition d'y mettre les moyens, parce que en effet, ces leviers de sobriété, ça nous interroge nous, comment on se déplace, etc. Mais c'est aussi comment on structure les choses pour faciliter les choses pour les gens. Donc comment politiquement on met en place les infrastructures sécurisées, on met en place des services vélos, on met en place du stationnement, on met en place des vélos-écoles pour apprendre à faire du vélo pour les personnes qui ne savent pas, pour les enfants, etc. Donc il y a tout un tas de leviers de ce type-là. Et en tout cas, je dirais qu'aujourd'hui, si on regarde de manière un peu plus globale sur l'ensemble des pratiques de mobilité ou sur l'ensemble de la transition, on n'a pas forcément de pays un peu modèles qui auraient réussi à faire la transition qu'il faudrait qu'on réussisse à faire. Il y a des exemples sur certains modes, par exemple aussi en Suisse, ils sont plus avancés sur les transports en commun, par exemple, ou encore sur le fret ferroviaire. Mais de manière vraiment globale sur l'ensemble des leviers de décarbonation, il y a quand même beaucoup qui restent à inventer, en tout cas pour réussir à bien combiner l'ensemble de ces leviers, à mon avis. On va passer rapidement aux questions de la salle. Il y a une première question qui est un peu dans la continuité de ce que vous indiquez. Comment on finance? Comment est-ce qu'on avance vers la décarbonation? Alors, il y avait une question sur le financement, notamment du report modal. Une réponse assez simple, c'est de se dire que jusqu'à maintenant, on a beaucoup mis en avant les politiques de report modal, de dire on va développer davantage les transports en commun, etc. Mais sans forcément avoir une politique, selon moi, de report modal cohérente, dans le sens où à la fois on a voulu certes développer les transports en commun, le ferroviaire, plus récemment le vélo, la marche, ça commence un petit peu plus, même si ça n'a pas forcément toute l'attention que ça mériterait aussi comme mode de transport. Mais en fait, dans le même temps, on continue à investir dans les modes de transport les plus polluants qu'il faudrait faire baisser. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, pour prendre des débats qui sont dans l'actualité, on finance encore des autoroutes, on finance des agrandissements d'aéroports. Il y a des projets de ce type-là qui vont complètement dans le mauvais. We are funding airports and highways. It is going the bad direction. So we need to make the right decisions, like public transportation and so on and so forth. So we need to enhance and decrease, on the other hand. The distances have increased, as was said, because we invest in all modes. So if we want to finance model report, we need to find some money in building more infrastructures or highways, but invest more in other projects and be more incitative, like taxes for kerosene. Would be an idea, for instance, and invest on other modes. It's a modal shift, so towards a more decarbonated way of life. And this is the question we got from the room. A lot of actions towards decarbonation can be very little popular. Airways limiting the flights, limiting the speed on the highway. How do you think could we make sure that we come to transformation without having angry people and people rejecting the move? How much time do I have to answer this question? 2 minutes, right? On one hand, it's important to tell the story. We need to have a story around sobriety. It must be mobilizing, enthusiastic, and
Most of the time, people say, "I love my car," but that's not going in the right direction. It's not towards sobriety. This is missing the story. Another thing is the right repartition of efforts. If you request from people, this is what the ADEME says. When would you agree? At what condition would you agree to do some efforts for the transition? They say it must be rightly, it must be, everybody needs to make some efforts. So how to do that? Everybody needs to make sure and feel that all stakeholders make efforts. So, for instance, if we take the private jets it's not because it's a big part of the emissions in France, it's because it's a symbol of this unjust repartition of efforts in the decarbonization process. So if no efforts is requested for the private jets, for instance, others would say, well, why should I do something if people who pollute individually much more than I do don't do anything? Then it's an implication and a participation of the public. Like in the convention we did in France, there was a measure that might seem not popular that were voted by the convention, popular convention. Then last point, very often there are very unpopular measures around the car, and once it's over, the population then accepts it because you see how good it is. Right, so storytelling is important, making sure everybody can draw profits from the new situation. Everybody understands we need to move. And I think that Mathieu Chassinet is going to talk to us in this direction. Thank you, Aurélien, for this presentation. Mathieu, you are a specialized engineer around the town and sustainable transportation and emerging mobility ways. You are coordinator marked on the, and you worked at ADEME Hauts-de-France. Is everything right? And you have a blog for a carpooling. Mathieu, the floor is yours around the place, the part of the car in the mobility sector. Thank you for inviting me. Where are my slides? So the decarbonization of the mobility in France. What about our neighbors? What do? They might be inspiring. Let's first give a couple of data. As Aurélien said, the car has an excessive part in our society. As Aurélien showed, there is a high wall in the 50s, 60s, and it doesn't want to end because even in recent years, the number of kilometers we drive and we drive the flights we make are very excessive. Why? Because it's just part of our mobility, even on short distances. If you look at the inquests, 2/3 of our mobility is done by car. Doesn't change a lot over the last 2008 and 2019. You see the figures are almost the same, and it's very striking that the car is being used for very short distances. For instance, INSEE, the National Institute, tells us that people who work less than 1 kilometer from where they live, so it's 10 minutes on foot, 42% take their car. Even so, it's only 200, 300 meters. This is very high. Second, the type of cars is changing over time. So this photograph shows the trend of the automotive industry
Since 13 years, the weight is plus 15 centimeters, plus 300 kilos, and plus 50 horsepower. They're heavier, more powerful since 30 years. So even so, technologically, we improve. This progress is eaten up by cars that are different because they're bigger and they need more power, for instance. And thirdly, the car has an excessive place in our mindset. Automotive publicity is 3 billion euros per year. For each sold car, there are 1,500 euros marketing around the car as tool for freedom, the only tool for freedom. These 3 billion euros are there every day, and it has an influence on our imagination and our mindset and what we desire. As Aurélien said, in order to be efficient, public policies need to be coherent. So I would like to underline that there is a hierarchy between the different transportation modes. Some are better for the general interest. So this is the categorizing. The best one, the more interesting for everybody, is walking. The walking, you don't need any space. You just walk. It's a physical activity. There's no noise. Then after that, we have the cycle. It needs a little bit more room, a little bit more consumption of resources, but it's still very low. Then public transportation that are rather good optimized and have less, are pretty carbon free. And then we have the private cars or the motorcycles. They take more space. They create a lot of noise, of pollution, and so on. And sadly, it shows the surface is proportionate to the money we invest in these different mobilities. We invest more money to develop car transportation rather than on foot. If we wanted to be coherent, we would do the same. We would invert the pyramid, and we would invest more money and energy developing walkways. That is not what we do today. To develop more compliant mobility modes. So we would try to come to the right triangle. We need to be coherent, and it's far from done. There are a lot of reasons, like, for instance, between 50 and 80% of the public space is reserved for the car. The rest is for walking or the cycle. Cycle is only 1 to 2%, so the car occupies a lot of public space. In town, much more, as it should be. 30% of the mobility in Paris is done by car, and 50% of the space is reserved for the car. Public budget. Maybe we should spend less for the model we want to leave. Today, if we add and look at all the investments at the different layers of public service, it's 10 euros per habitant per year for the practice of cycling, public money. For the car, it's 270 euros per person per year, being for road construction work. There's a lot of fiscal incentive to use your car. If tomorrow I decide to live 50 kilometers from where I work, I will pay less taxes. Is it normal? I don't know. But in any case, there is subsidy for transportation. Here there is some rebalancing that needs to be done. Not sure you can read, but here it's the model part of the cycling to work in bigger French towns. Grenoble, Strasbourg, it's 17% people who bike, and at the bottom right, it's only not even 2% for Saint-Étienne and Limoges.
It's not a question of climate or of whether the soil is flat or not, topography. It only shows that cities who try to set up coherent policies, public follows and uses the cycle. And others still are focalizing on the car. Bordeaux, for instance, was full of cars in the year 2000. Now it is a third town. So there's a lot of hope. If you look at policies, the results can follow. With regard to acceptability, how were our cities and towns in former times? There were cars under the Eiffel Tower or in big roads in Paris or in front of Notre Dame Cathedral. It was always unpopular there were always stores and people who would say we're going to lose clients. And today, there's no candidate who say we need to put the cars again in front of the cathedral, for instance. So the acceptability today is not the same as tomorrow. And sometimes there's a very loud majority or minority who is struggling against changes. Here, an example with Lille. The Grand Place was a big parking slot until 2000, I think. Here's the Opera. It was full of cars too, and it's much nicer now. So in order to answer the question of our workshop, what can we see in other countries, Belgium and Netherlands, for instance, and watching how it looks like. The first good practice, which have been imported, is the school road. It is you shut down a road to cars if there is a school during the opening and at times of the school when pupils come and leave at night, so that people would like to come cycling or on foot to the school. This has been developed since 2012 in Brussels and other cities, and from 2017 onwards, we've seen this type of roads existing in France too. This was very inspiring and works very well because in terms the municipality is usually making an inquest, and 80 to 90% of the parents are happy, and they asked it to stay. This is the first example. Second example is the circulation map. Here is for the city of Louvain in Belgium. Each color is a district, and in order to avoid transit. In some districts, people take roads that are shortcuts, and the circulation map is to avoid transit. Everybody agrees with it. But the question is, how do we do this? You define a district, and then they are tight. You cannot move from one quarter to the other without having a kind of a circular road. You can go to a district, but not only because it's a shortcut. This enabled to decrease the traffic in a lot of cities, like Groningen in the Netherlands, and then it developed in other towns and in Belgium too. This is why the cycle had such a big success, because a big part of the public space was able to be dedicated to cycling or for walking. This is what happened later, much later in France, in Lille in 2016. It was one of the first maps in France, and other cities like Tours, Rennes or Saint-Quentin who are thinking about it. Good practices is financial incentives. A measure in Belgium is the kilometer
subsidy for staff who go to work hiking or cycling. And up to now in France, nothing existed. It is a mileage allowance for a cycle. In Belgium, it exists since 1997, and they receive 27 euro cents per kilometers. And in France, there was a trial, and we were able to show that the test companies who tried it saw an increase of cycle by ×2 very rapidly. In a couple of months, there was an increase. It is not a policy that needed years to be put in place. It really happened right away, and they multiplied by 2 the number of cyclists. And this scheme was integrated in France in 2016, and it's still. We hope it will be obligatory. It might be in future. And as a financial incentive, there is a toll system, an inverted toll system from the Netherlands. Every day there's a traffic jam because it's always the same people using the same roads. And if we were able to decrease the number of cars, we would have less traffic jam for everybody. So Rotterdam is doing this since 2014 with 12,000 participants. So it's either by using another model solution, train, or by changing the hours. You leave the schedule. You leave at 7 o'clock in the morning, not from 8 to 9, or you work home office. And at the time, it's 3 euros per time. Therefore, Lille is trying to test it here. France, Belgium and Netherlands inspire France, but it happens sometimes the other way around. Like, for instance, France set up a scheme that was taken over by Belgium until 2019 when you bought a pickup. This is the vehicle on the left. It's a four-wheel drive with a big pickup at the end for materials. It was seen as a utilitarian vehicle, and therefore you would not have to pay the malus nor the tax. After a while, we could see a lot of pickups because it was like a niche, a tax niche. 2019 in France, it was around 20,000 sold pickups. So the national representation decided to abolish this niche, and from one day to the other, the selling of these pickups would go down. They introduced it in 2022 in Flanders. This is probably a good idea because when I go to Belgium, I see much more pickups than in France. It is not a good vehicle for urban circulation, and it's very dangerous for peatons and for cycle. The accidents are worse. Thank you very much. Merci. Thank you, Mathieu. Mais qu'on n'est pas toujours les pires, j'ai l'impression. Et qu'on a avancé de manière assez concrète. J'ai beaucoup aimé la photo de la Tour Eiffel, parce que je trouve ça extrêmement révélateur de la situation il y a quelques décennies. Sébastien, votre réaction par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Plusieurs choses, merci beaucoup pour la présentation, aussi pour les pratiques innovantes qu'on trouve à l'étranger ou les pratiques innovantes qu'on trouve en France et qu'en Belgique on peut s'inspirer. Donc merci pour ces inspirations aussi pour le compte de la Belgique. J'ai beaucoup aimé ces photos également, ces photos choc visuelles. Une photo vaut 1000 mots parfois. On trouve ça effectivement aujourd'hui choquant, mais
À l'évidence, personne ne trouvait ça choquant à l'époque, voire même ils résistaient pour garder leur voiture bien garée à la Grand Place de Lille. Quelle photo on pourrait prendre aujourd'hui en 2023 qui serait absolument choquante dans 20 ans pour les gens aujourd'hui, enfin, pour les gens dans 20 ans? Je pense qu'il y en a plein. Aujourd'hui, quand vous allez dans toutes les villes moyennes, souvent la Grand Place, c'est un parking. Si vous allez, pour citer des exemples de la région, si vous allez à Cambrai, si vous allez à Arras, il y a encore une des deux places qui est un parking. Voilà, dans toutes les villes moyennes aujourd'hui, à Hasbrook, enfin voilà, dans toutes les villes moyennes, la Grand Place est encore un parking. Pourtant, la place, c'est l'endroit le plus précieux dans une ville. C'est là où les gens se réunissent. C'est là où les touristes viennent se prendre en photo pour poster sur Instagram ou autre. C'est là où on se rassemble quand il y a un événement type une fête ou que la France gagne la Coupe du Monde. C'est sur la Grand Place qu'on va. Donc c'est un lieu qui est très précieux pour une ville et pour le vivre ensemble. Et malgré tout, c'est colonisé en fait par la voiture. Donc je pense que quand dans 20 ans on montrera des photos de ces villes que je citais et qu'on montrera que le parking la place était un gigantesque parking, ça paraîtra choquant, mais aujourd'hui on ne le voit pas parce qu'on a tellement l'habitude que c'est comme ça qu'on ne voit plus finalement cette occupation de l'espace. C'est la même chose pour les trottoirs. À une époque, tout le monde se garait sur les trottoirs, ça choquait personne, et le piéton, lui, il était obligé de frôler le mur pour avancer. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas, on a mis des potelets, c'est très bien, mais à l'époque, on ne se rendait pas compte, et les gens sans doute râlaient quand on leur a dit on ne se garera plus dorénavant sur le trottoir. J'ai une question, c'est plutôt une remarque. Dans votre exposé, vous avez évoqué les investissements publics à l'égard des modes de transport, donc 10 € pour les vélos par tête et 270 pour les voitures. On n'a pas évoqué les recettes, puisque la voiture rapporte de l'argent. Il y a 66 milliards d'euros qui a été généré par la taxe sur les produits pétroliers en France. Pensez-vous que la décarbonation de l'automobile, par l'électrification, par l'hydrogène, puisse participer à une nouvelle mobilité, à une reconfiguration de tissu, de notre manière de bouger, puisque simplement, il faudra retrouver 66 milliards d'euros, donc c'est absolument phénoménal. En fait, la voiture, elle rapporte de l'argent, c'est vrai, sur les taxes, sur les carburants, mais elle en coûte aussi beaucoup, alors parfois de manière monétaire, et puis parfois ce sont ce qu'on appelle des externalités. Et en fait, les externalités de la voiture sont bien plus importantes que ces 66 milliards. Les externalités, c'est plus de 100 milliards. Là, en gros, la voiture couvre entre un tiers et la moitié de ces externalités. Les externalités, c'est le bruit, c'est la pollution, donc des morts liées à la pollution. Le bruit génère plein de pathologies liées au stress, des maladies cardiovasculaires, etc. L'accidentalité, l'occupation de l'espace, etc. Donc les taxes sur le carburant, elles peuvent paraître élevées, mais en fait, elles ne permettent même pas de couvrir les externalités. Si on mettait un niveau de taxe qui permettrait de couvrir les externalités de la voiture, on ne serait pas à un litre d'essence à 2 €, on serait à 4 ou 5 €. Donc on peut presque dire que la voiture, malgré tout ce qu'on entend, reste subventionnée. Elle ne paye pas le prix qu'elle fait porter sur la société. Donc la société subventionne indirectement encore la voiture. Mais par contre, c'est vrai, si on convertit l'ensemble du parc thermique sur de l'électrique, on enlève certaines externalités, on en conserve d'autres, mais surtout on perd des recettes fiscales. Donc c'est-à-dire qu'il faudra trouver une autre fiscalité, peut-être non pas sur le carburant, mais sur les déplacements ou sur d'autres secteurs de l'économie, mais qui permettront de compenser ces 60 milliards. Et de toute façon, on a besoin d'avoir des recettes pour financer la transition écologique, encore plus qu'aujourd'hui. Donc reconcevoir les dépenses et les recettes en matière de mobilité, un vrai sujet pour les années à venir, notamment dans le cadre de la décarbonation. On va passer aux questions de la salle. Alors j'en ai quelques-unes qui viennent d'arriver. Alors je vais me permettre de prioriser sur celles qui avaient déjà été posées en premier lieu à Aurélien. Donc si Aurélien, vous souhaitez aussi répondre à ces questions, aucun souci. Que pensez-vous de la décarbonation du secteur aérien? Est-ce une réalité ou est-ce plutôt un objectif technologique juste pour se faire plaisir? En fait, sur l'aérien, alors nous on ne travaille pas forcément énormément sur le sujet, mais en tout cas on voit que sans sobriété on n'arrivera pas bien loin, parce que l'hydrogène c'est une solution qui peut arriver éventuellement, mais dans longtemps, et qui concernera uniquement des trajets plutôt courts. On embarque, l'hydrogène est plus volumineux que le kérosène, donc on ne fera pas des vols transatlantiques avec la solution hydrogène. Le solaire, on ne va même pas en parler, parce que éventuellement si ça arrive un jour, ce sera pour des tout petits avions. Donc on n'a rien de massif, si ce n'est les carburants de synthèse,
ou les agrocarburants. Mais les carburants de synthèse, tout le monde en veut aujourd'hui. Même certains constructeurs négocient des dérogations pour pouvoir utiliser des carburants de synthèse. Mais du carburant de synthèse, il n'y en aura pas suffisamment pour décarboner l'aérien si on l'utilise autant qu'aujourd'hui. Et en même temps, certaines voitures. Donc encore une fois, c'est une solution qui peut apporter résoudre une petite partie du problème, mais on ne peut pas monter en charge. On ne peut pas décarboner l'ensemble. Donc la question des usages, la question de la sobriété, elle devra se poser un jour. On ne veut pas la regarder aujourd'hui, mais elle devra se poser un jour. C'est obligatoire. Aurélien, peut-être? Oui, c'est ce que j'aurais dit globalement. En tout cas, c'est sûr que sur la longue distance, les deux types d'éléments qui sont évoqués, c'est en effet carburant de synthèse, biocarburant. Et en fait, à chaque fois, on tombe sur des ressources qui vont être assez limitées. En fait, actuellement, il y a une révision de la stratégie nationale bas carbone. Il y a déjà un certain nombre d'éléments qui sont disponibles publiquement. Et en fait, ce qu'on voit pour l'instant dans les premières quantifications qui ont été faites, c'est qu'en gros, ce qu'on dit, c'est que le scénario ne boucle pas, par exemple en biomasse ou en électricité. C'est-à-dire que quand on additionne l'ensemble de ce que voudraient les secteurs en termes de demande d'électricité ou de demande de biomasse, par exemple, ça peut être la biomasse pour du chauffage, la biomasse c'est aussi pour se nourrir, la biomasse c'est potentiellement pour faire des biocarburants, la biomasse c'est aussi de la biodiversité à laisser en place autant que possible, c'est aussi des captures de CO2 qu'il faut avoir de plus en plus si on veut atteindre la neutralité carbone. Et en fait, quand on additionne en tout cas les besoins de consommation de biomasse des secteurs, eh bien on a plus de demandes que l'offre qu'on peut raisonnablement et de manière durable offrir. Donc typiquement les biocarburants, ils vont dans cette équation rentrer un peu en conflit avec d'autres usages. À quel point on veut prioriser une grande partie de la biomasse pour le secteur aérien ou bien pour d'autres secteurs qui potentiellement répondent à des besoins de la vie quotidienne qui sont plus importants potentiellement que le tourisme, qui est souvent un besoin plus de loisirs, où on connaît aussi les inégalités d'accès à ce mode de transport qui sont particulièrement importantes. Et c'est un peu pareil en fait sur les carburants de synthèse. Les carburants de synthèse, pour les produire, il faut énormément d'électricité. Si je donne juste un ordre de grandeur, les carburants de synthèse, par exemple, pourquoi c'est pas une solution pertinente pour les voitures? C'est parce que pour faire rouler une voiture avec des carburants de synthèse, il faudrait de l'ordre de 4 à 5 fois plus d'électricité que pour faire rouler une voiture électrique à batterie directement. Et donc en fait, il y a besoin d'énormément d'électricité. Et donc si on applique ça au transport aérien, au volume de carburant énorme qu'il peut y avoir actuellement dans le transport aérien, eh bien on est avec des ordres de grandeur où en gros, si on veut continuer la croissance du transport aérien tel qu'aujourd'hui en France et tout décarboner avec les carburants de synthèse, c'est l'équivalent de la moitié de l'électricité que l'on produit ou qu'on consomme aujourd'hui en France. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont vraiment énormes, et c'est pour ça que la question, j'en reviens à la même conclusion, que la question de la sobriété dans l'usage du transport aérien se pose si on veut bien décarboner ce mode. Une dernière question avant de passer de la dernière séquence. On a évoqué les besoins de mobilité. Mais comment est-ce qu'on les réduit concrètement? Que doit-on faire? Parce que ça touche à un nombre de choses gigantesques. Est-ce qu'on doit revoir les politiques d'aménagement du territoire, relocaliser les fonctions économiques? En fait, je pense qu'on s'y attaque pas parce que c'est quand même très complexe, mais je pense qu'il faut qu'on regarde en face le problème. Alors, il y a plein de raisons que l'expliquent. Il y a la fiscalité, il y a l'aménagement, ce sont, je dirais, les deux principales raisons. Mais déjà, on pourrait commencer par lister tous les dispositifs qui existent aujourd'hui qui encouragent l'éloignement. Et il y en a plein. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, vous payez moins d'impôts que votre collègue qui gagne exactement la même chose que vous. Vous paierez moins d'impôts si vous habitez plus loin que lui. Bon, est-ce que c'est logique? Moi, je crois que non. Ensuite, il y a une fiscalité sur les véhicules de fonction. Alors, vous allez me dire, c'est pas que de l'éloignement, mais si quand même, parce qu'en général, on a la carte essence qui est fournie par l'entreprise. Et donc, c'est moins cher pour l'entreprise de payer le salarié sous la forme d'une voiture que sous la forme d'un salaire. Donc cette fiscalité-là, est-ce qu'elle est logique? Peut-être que non. Et il y en a plein. Quand on commence à sommer tous ces petits trucs-là, il y en a énormément. Donc si déjà, alors aujourd'hui à l'ADEME, pour donner un peu de concret, on travaille sur une étude sur la fiscalité des moyens de déplacement qu'on publiera d'ici quelques mois, et on montrera tout ça. On a l'impression que la voiture est taxée énormément, mais en fait elle est à la fois taxée mais subventionnée. Donc c'est l'équilibre de tout ça qu'il faut regarder. Donc commencer par une fiscalité cohérente, et puis après avoir un aménagement du territoire cohérent. De la même façon. Aujourd'hui, on spécialise les zones. Il y a beaucoup de villes moyennes qui pensent que le seul moyen de créer de l'emploi, c'est d'avoir sa zone d'activité périphérique. Mais si vous faites ça,
En général, vous mettez une petite ligne de bus, un peu comme un alibi. Mais en fait, vous savez très bien que personne n'habite à côté, donc personne ne viendra à pied ou à vélo. Et le bus sera de toute manière extrêmement peu efficace par rapport à la voiture. Donc là encore, c'est une absence de cohérence dans l'aménagement. Donc la cohérence, je pense, c'est vraiment le bon mot, à la fois dans la fiscalité, à la fois dans l'aménagement, à la fois dans les incitations qu'on peut donner aux citoyens. Et il faut vraiment tout revoir, tout revoir, parce que si on ne le fait pas, en fait, vous avez plein d'effets rebonds ou d'effets contre-productifs qui nous amènent vers là où on va, c'est-à-dire vers un éloignement des distances. Donc un récit, une nouvelle fiscalité, une nouvelle cohérence, de nombreux chantiers sur lesquels il conviendra à tous de travailler et de mener dans les années qui viennent. On va passer au dernier intervenant, à Sébastien Morvan, pour parler de mobilité dans l'entreprise, tout simplement, pour avancer très concrètement et voir de manière très opérationnelle ce qui peut décarboner la mobilité au sein d'une entreprise. Donc Sébastien, vous êtes diplômé d'un master en management de l'ESCCA en France et d'un master en économie et développement international à la Johns Hopkins University aux États-Unis. Vous êtes cofondateur du Bruxelles Beer Project créé en 2013. Après un passage à Londres dans la finance, Sébastien se recentre sur le développement avec des expériences chez Ashoka aux États-Unis et pour des organisations de microfinance et entreprises sociales en Amérique latine. Et ce que j'ai aimé dans cette petite bio qu'on m'a préparée, breton d'origine, il souhaiterait passer davantage de temps à faire de la voile. Très important. Sébastien, je vous laisse la parole. Voilà, merci beaucoup pour la présentation, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'être ici. Clairement, moi, je ne suis pas un expert de mobilité, donc s'il y a des questions techniques, ensuite, ce sera mes deux charmants collègues qui pourront y répondre. Mais je suis ravi pourtant de présenter un petit peu mon expérience du terrain. Donc moi, je suis voisin, effectivement. Je suis breton d'origine, mais bruxellois d'adoption. Ça fait une dizaine d'années que j'ai lancé avec un ami d'Erasmus une brasserie, Brussels Beer Project. Et donc l'idée, c'est d'en parler un petit peu avec vous. Voilà les trois mots qui nous ont guidés depuis qu'on a lancé le projet, la brasserie. La collaboration, l'expérimentation et l'impact. Le côté collaboratif, ça nous a marqué directement. On a commencé à créer une communauté avant de lancer notre première et de construire notre première brasserie. On collabore énormément avec plusieurs brasseurs professionnels de France, d'Europe et d'ailleurs sur des échanges de bonnes pratiques, de recettes, avec d'autres artisans aussi. Expérimentation, parce qu'on adore le goût, que ce soit dans l'acidité, que ce soit dans l'amertume, que ce soit avec des ingrédients un petit peu originaux. Donc nous, on adore ça. C'est plutôt ma spécialité que la mobilité, à vrai dire. Et puis l'impact. Effectivement, j'ai eu la chance de passer quelques années voilà, dans des ONG et chez Ashoka. L'idée ici, c'est, depuis le début avec mon associé, c'est de faire quelque chose qui avait du sens pour nous. Même si au début on était beaucoup plus porté, on va dire, sur le côté people, communauté, sociétale, que le côté environnemental. Le côté environnemental est arrivé vraiment dans une deuxième phase du projet. Et puis on est une société à mission, on est donc B Corp depuis 2 ans aujourd'hui. Alors la slide d'après, je ne vais pas la faire en entier parce que j'en aurai pour 10 minutes, mais c'est un petit résumé de ce qu'on fait, que ce soit sur les matières premières, que ce soit sur les résidus ou que ce soit sur le travail de l'énergie. Une autre chose aussi que je veux clarifier dès le début, on n'est pas exemplaire à tout égard. On est vraiment sur un chemin, je pense que c'est important de le dire. Quand on part sur l'impact, il faut vraiment se vêtir beaucoup d'humilité et clairement on fait des chouettes choses, des chouettes projets, mais aussi on a plusieurs manières de s'améliorer en regardant justement aussi chez nos voisins, qu'ils soient français ou qu'ils soient d'ailleurs. Ici plusieurs choses, une chose qui est pas le sujet d'aujourd'hui mais qui est un sujet qui me tient à cœur, c'est l'économie circulaire. Donc on fait beaucoup de projets sur l'économie circulaire. On était la première brasserie à faire une bière à partir de pain frais invendu et depuis il y a eu beaucoup d'initiatives et on est ravis. Et maintenant on fait aussi du pain avec les résidus de drèche. Donc la boucle est bouclée. Je vous invite à regarder peut-être sur notre site si vous êtes plus intéressé sur l'économie circulaire qui est un grand sujet pour nous. Ça c'est la brasserie que l'on a donc à Bruxelles, la nouvelle brasserie qui est opérationnelle depuis 2 ans. Vous voyez peut-être en bas à droite, c'est une piste cyclable. Donc vous verrez ensuite que la totalité en fait, de notre staff, à part les commerciaux, viennent en vélo.
au travail, enfin en train ou en vélo. En termes de mobilité aussi, on ne les voit pas ici, mais on a des cuves relativement grandes de fermentation. Pour les plus grandes, sont arrivées par le canal. Donc c'était aussi un chouette exemple de mobilité douce. Et alors, ce n'est pas des sujets qui nous intéressent ici, mais on récupère l'eau de pluie pour le nettoyage. Il y a forcément aussi tout le travail de récupération de drèches qui sont très intéressantes pour nous parce que remplies encore de fibres, de protéines avec lesquelles on peut s'amuser à faire justement du pain, des pâtes et plusieurs autres choses. La slide d'après, là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet qui nous concerne aujourd'hui. C'est notre empreinte CO2. D'ailleurs, ça a été fait par une entreprise française, Samy, que je salue ici parce que du très beau travail. On voit que le transport, c'est plus de 10% de notre empreinte carbone. J'ai aussi surligné le packaging parce que selon les choix de transport et d'approche commerciale que l'on fait, ça a aussi un impact sur le packaging qui représente aussi un impact CO2 important. Et puis je voulais quand même parler de bière et d'agriculture. Donc c'est pas vraiment le sujet, mais vu que c'est un sujet qui me tient à cœur, je vois juste une slide là-dessus. Donc je me suis permis de montrer que c'était quand même plus de 25% de notre empreinte CO2 et qu'il y avait aussi beaucoup de choses à faire de ce côté-là. La slide d'après, donc il y a pas mal de chiffres et de graphiques. C'est vraiment un zoom-in sur le transport. Et on est aussi dans une approche, bien sûr, Scope 3. C'est-à-dire on ne regarde pas juste notre empreinte CO2 à nous, mais à celle aussi de nos intervenants sur toute la chaîne. Et on voit que la grande majorité, en fait, c'est le transport out, donc c'est-à-dire acheminer nos bières jusqu'à nos clients, qu'ils soient B2B, enfin B2B2C, jusqu'à vous, en fait. Et donc c'est plus de 95% de notre empreinte CO2. Je parlerai tout de même de l'empreinte transport, mais interne, même si pour une entreprise comme la nôtre, c'est petit. Je n'ai pas donné une idée de taille de la brasserie, mais on brasse à peu près 20 000 bouteilles par jour, donc un peu plus de 20 000 hectos, et on est une entreprise d'une 50aine de personnes. Juste pour traduire le côté gauche, ce qui est un peu exprimé du côté droit, c'est que pour envoyer une bouteille de bière à Tokyo par rapport à une bouteille à Gand, c'est 23 fois plus de consommation de CO2 par litre, juste sur le transport, mais aussi x4 sur le contenant. C'est là aussi le transport et le contenant sont des sujets assez interdépendants. On a en Belgique la chance d'avoir les bouteilles consignées qui émettent donc 4 fois moins de CO2 par litre que les bouteilles one way. Je crois que c'est justement peut-être une pratique que la France pourrait s'inspirer aussi. Et pour nous, c'était assez fort parce que les brasseries en Belgique, c'est un peu comme les vignobles en France. On exporte beaucoup et on exporte très très loin. Nous en premier, à vrai dire, on a exporté sur 4 continents. Donc on a exporté aussi loin qu'on pouvait aller et à vrai dire au début on en était absolument fiers. C'était même partie du rêve de l'aventure. On avait notre propre bar, ici c'est une photo à Shinjuku à Tokyo, notre propre bar à Tokyo, et puis en Asie effectivement c'était des très grands clients. Maintenant, en partant sur l'engagement davantage impact et en regardant notamment l'environnement, on a pris une décision assez radicale l'année dernière. C'est de tout simplement arrêter le grand export. Et par grand export, j'entends l'export en dehors des zones de l'Europe. Donc on a tout arrêté, alors avec une transition bien sûr, parce qu'on a aussi voulu faire ça de manière la plus correcte possible par rapport à nos importateurs et même par rapport aux salariés qui travaillaient. Mais donc c'est quelque chose qu'on a porté sur un peu plus d'1 an, et on était la première brasserie belge à le faire. Il faut savoir qu'en Belgique, 17% des bières belges sont exportées en dehors des frontières de l'Europe. Et donc il faut imaginer un peu, ça fait une petite vague à Bruxelles et en Belgique, et ce qui me vaut aussi probablement l'invitation ici, sans que je sois un expert de la mobilité, parce que c'est comme si un vignoble français qui exportait une part conséquente de sa production arrêtait tout simplement de vendre au Japon, aux États-Unis. Donc c'est quelque chose de fort, mais c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et qui porte du sens pour nous. La slide d'après, c'est sur la mobilité, mais interne. Et à vrai dire, elle
elle est beaucoup plus faible que la mobilité, le fret, comment dirais-je, commercial, mais elle est importante quand même. J'ai fait une petite faute d'ailleurs parce que c'est 60 000 km à vélo et c'est en fait 3 000 km en voiture pour le commute, c'est-à-dire les transports entre la maison et le travail en fait. Donc on a la chance d'avoir une petite PME qui a fait plus d'un tour et demi, l'équivalent d'un tour et demi de la surface de la Terre en un an. Et effectivement, il y a très peu de voitures, c'est notamment les commerciaux. On n'a pas du tout de politique de voitures de fonction, ce qui est un sport national en Belgique, et je pense bien pire qu'en France. Tant et si bien que les politiques ont décidé de faire un cash for car, et c'est-à-dire d'aider à la transformation et à la mobilité douce en transformant la voiture en incentive, en cash incentive, mais ne peut y participer que les personnes, enfin que les entreprises qui avaient un programme de voitures de fonction. Donc nous, on ne peut pas y participer, donc notre staff ne peut pas participer à cette politique d'incentive sur le vélo, ce qui est un peu dommage aussi. Work Trips, un truc intéressant ici, c'est qu'on a fait énormément d'avions, 54 000 km d'avions. Ça, c'était avant qu'on arrête aussi l'export, parce que non seulement, forcément, en arrêtant le grand export, on arrête d'envoyer nos bières aux quatre coins de la planète, mais aussi on arrête de nous voyager pour vendre nos bières aux quatre coins de la planète. Et on voit en fait, et c'était assez flashant, que 60% de ces kilomètres d'avion ont été faits en un week-end, c'est-à-dire un team trip à Copenhague. Qui portait les meilleures intentions possibles, justement de cohésion d'équipe et autres. Et c'est vrai que pour nous, ça a été un choc. Et peut-être que vous pouvez repenser à votre dernier team trip, je ne sais pas, en Espagne ou ailleurs. Et effectivement, si vous regardez votre empreinte carbone, vous pouvez voir un pic. Nous, ça a été assez flashant. Donc du coup, le staff, finalement, on les a tous envoyés en Ardennes. C'est aussi très sympa. On a fait du sport. On a bu un peu moins de bière qu'à Copenhague, mais c'était tout aussi sympa. Et il y a eu une énorme, comment dirais-je, appréciation de l'équipe. Parce que c'est aussi ça, en général, il faut aussi motiver les gens dans ces démarches. Et à vrai dire, je pensais qu'il y aurait eu une certaine mélancolie de ces voyages à Copenhague, à Manchester, à Lisbonne, parce que en fait, on les a accumulés au fur et à mesure des années. Et en fait, non. Les gens, ils ont compris. On a la chance d'avoir une moyenne d'âge qui est autour des 30 ans. Et il n'y a eu aucune remarque, voire que du positif. Et puis donc, on s'est forcément bien amusé là-bas. Je voulais quand même en parler parce que vous voyez que sur l'empreinte carbone, c'est plus que 25% dans notre fonction, l'industrie brassicole, c'est l'input. Et puis, pour le coup, en France et dans le monde du vin, on connecte très fort le vin avec l'agriculture. Mais dans le monde de la bière, on le fait beaucoup moins. On pense que les bières naissent dans des cuves en inox, alors que non, en fait, elles naissent aussi dans des champs de doublons. Ça, c'est à Popering, dans le nord de la Belgique, mais aussi forcément dans des champs d'orge. Il faut savoir que les deux filières d'orge et de doublon ont complètement disparu en Belgique. Il y a seulement 2% de l'orge qui est utilisée dans les bières belges viennent de Belgique, alors qu'on a les meilleures malteries du monde, sans trop d'arrogance, je pense que c'est un fait avéré. Et donc là, notre action depuis quelques années, c'est de travailler sur la culture régénérative, qui peut faire vraiment partie de la solution plutôt que le problème, pour capter davantage de CO2 et de participer à des sols un peu plus sains. Vous avez vu qu'il y a 2 ans, il y a eu de sérieux dommages en Belgique et notamment en Wallonie sur le ruissellement d'eau. Si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, by the way, on vient d'ouvrir un bar à Lille, donc ça c'est la petite self-promotion dans le vieux Lille, mais aussi on a un rapport de durabilité qu'on a lancé l'année dernière avec tout ce qu'on essaye de faire bien, mais aussi tout ce qu'on aimerait faire mieux, ce qu'on fait pas encore assez bien. Et donc je vous invite à regarder parce que clairement, il y a plein de sujets dans lesquels on peut encore s'améliorer. Tout à l'heure, on me posait rapidement la question, est-ce que vous vendez vos bières en vélo? À vrai dire, j'adorerais dire oui, mais j'ai dû dire non. Parce qu'aujourd'hui, on vend 20 000 bouteilles par jour. On vend en vélo sur notre e-shop.
mais notre e-shop représente quelques 3%, je crois, de nos ventes. Donc c'est tout petit. Et effectivement, je pense qu'il y a énormément à faire sur la mobilité encore dans notre industrie. On parle tout à l'heure un tout petit peu du fret sur le fret. Comment on appelle ça, le fret ferroviaire, voilà, ça me vient. J'ai vu qu'il y avait justement une entreprise belge qui commençait à l'organiser vers Shanghai à Bruxelles. Et d'ailleurs, je crois plus dans ce sens-là, Shanghai à Bruxelles, que Bruxelles à Shanghai. Mais c'est aussi peut-être porteur d'avenir. Et peut-être ce sera une manière pour nous de repartir à la conquête des frontières hors européennes si on arrive à systématiser davantage ce fret ferroviaire-là et de pouvoir s'amuser à retrouver nos bières, mais avec un impact CO2 beaucoup plus raisonné et sobre. Merci beaucoup. Donc, la mobilité décarbonée dans l'entreprise, c'est possible. C'est assez réjouissant d'ailleurs à vous entendre. Ça peut aussi être porteur de business et autres. Simplement, dans le récit du Bruxelles Beer Project, est-ce que vous évoquez ces éléments-là ou bien c'est juste une action que vous faites en interne pour globalement vous-même ou bien c'est pour votre activité en termes d'image de marque? Non, je pense que c'est... on parle de plus en plus de green hushing, hein, c'est ça, de faire des choses mais sans en parler. Je pense qu'effectivement, il y a une balance à trouver entre le greenwashing et le green hushing. Mais je pense que si on n'en parle pas, on ne fait pas avancer les choses. Nous, à notre échelle, on est une toute petite entreprise d'une petite cinquantaine, enfin, tout compris, on est juste un tout petit peu plus de 50 personnes, donc on est tout petit, mais à Bruxelles, on a la chance d'être très visible. Pourquoi? Parce que les Bruxellois adorent la bière. Et je crois qu'à Lille aussi. Donc par rapport à notre taille, on est extrêmement visible dans les médias. Et notre petite initiative, en fait, a fait parler d'elle. Et il y a eu des éditos dans les journaux, etc. Et les gens les gens de notre industrie, et même au-delà de l'industrie brassicole, ont commencé à se situer par rapport à cette décision. Et vous, alors, le Grand Export, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc ça, forcément, ça n'aurait pas été possible si on avait gardé notre initiative dans notre coin. Donc un effet moteur. Mathieu, Aurélien, est-ce que vous avez des remarques par rapport à des réactions par rapport à cette présentation? Tout d'abord, merci pour cette présentation tout à fait concrète et qui donne plein d'idées en effet d'évolution qu'il y a pu y avoir, à la fois sur les transports et sur d'autres sujets aussi. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir à quel point certaines décisions d'impact pour réduire l'impact des transports amènent à des décisions stratégiques beaucoup plus fortes sur l'activité de l'entreprise. Et je trouve que c'est bien de l'avoir mis en avant et courageux d'avoir pris des décisions de ce type-là, parce qu'en effet, si jamais on veut réduire l'impact des transports, eh bien des fois, ça demandera d'avoir des évolutions plus larges que ça. Et je trouve que c'est bien d'avoir cette illustration. Et puis aussi, je pense en effet la démarche sincère de montrer ce qui va dans le bon sens et aussi ce qui va dans le mauvais sens. Alors, je n'ai pas encore été regarder ce document-là, mais je trouve que en tout cas, c'est une bonne chose quelque part dans la sincérité des entreprises, dans leur engagement. Je trouve qu'il y a à la fois qu'est-ce qu'elles vont faire de bien, de plus pour cet engagement, mais aussi à quoi elles sont prêtes à renoncer. Et je pense que c'est presque une partie encore plus forte qui montre l'engagement quand on est prêt à changer des choses très importantes dans la stratégie même de l'entreprise. Et donc je trouve que cet exemple était intéressant. Une petite interrogation peut-être que je me suis faite, c'était à quel point vous avez peut-être une idée par rapport aux clients qui viennent à votre brasserie. Est-ce que vous avez une idée, un ordre de grandeur du potentiel impact carbone que ça peut représenter? Il y a un certain nombre d'activités, par exemple le cinéma, où on pense aux grands événements sportifs, etc., où la part des transports peut être extrêmement élevée. Alors je pense que là, ça doit être moins élevé, et puis ça doit beaucoup dépendre de votre localisation, qui a priori est plutôt dans le centre-ville. Mais je ne sais pas si jamais vous avez des réflexions ou des éléments là-dessus, je suis curieux. Merci pour la question. Effectivement, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Bruxelles, mais c'est une horreur pour se garer, et ce qui est probablement très bien. On a 2 brasseries, que ce soit dans le centre de Bruxelles ou juste en périphérie, à Anderlecht. Donc la majorité des gens qui viennent à notre brasserie, visiter la brasserie, viennent finalement pas en voiture pour l'horreur de se garer. On est littéralement situé sur la piste cyclable de Bruxelles, ce qui s'appelle l'autoroute du vélo à Bruxelles. Donc on a la joie d'avoir pas mal de cyclistes. Mais après, vous répondre concrètement, non, je pourrais pas le dire. C'est
micro-activité, hein, les visites chez nous à la brasserie, et je ne pourrais pas vous répondre dans les détails malheureusement ici. Mathieu, ta réaction par rapport à l'ensemble de cette présentation? Merci beaucoup, je partage ce qui a été dit, toutes les bonnes choses qui ont été dites par Aurélien. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça montre finalement les leviers, les différents leviers. On peut en retrouver plein et les flécher vers les différents types d'actions. Et surtout, ce qui est original, c'est que vous avez utilisé les leviers de la sobriété. À la fois quand vous avez montré le voyage en avion à Copenhague que vous avez un peu regretté après coup. Et puis la décision forte d'arrêter d'exporter en dehors de l'Europe. C'est vraiment très fort et c'est très rare. Donc je pense que c'est à souligner et à féliciter. Je vous remercie. Alors, sur l'exportation, la première question qui a été posée par, celle qui a été le plus likée par les personnes ici présentes dans le public, le fait de stopper l'export vous a-t-il permis un gain de clients locaux? Et est-ce que cet arrêt a été compliqué pour votre entreprise? Ça a été un petit passage, surtout qu'en Belgique, dans le même temps quasiment, on avait une inflation à 11,5% avec une indexation automatique des salaires. Donc c'est vrai que dans le même temps, ça a été un petit truc à avaler. Et j'avoue, quelquefois en me réveillant, je me suis posé la question, est-ce que c'était le bon moment de le faire? Mais c'est jamais un bon moment. Donc il faut regarder un peu plus long terme. Est-ce qu'on en a gagné peut-être? C'est immesurable, j'espère. Ce qui est assez drôle aussi chez nous, c'est que même si on regarde en dehors des frontières de la Belgique comme l'export, c'est-à-dire la France, plus on grandit et moins en pourcentage on exporte, même vers la France. Donc aujourd'hui, on est à 85% en Belgique. Alors que je crois à la deuxième année, on est 10 ans, on était à peine à 70%, 70%. Donc ça, c'est peut-être un chemin inverse et ça nous réjouit. Parce qu'en revanche, voilà, je pense qu'on n'est pas du coup en Belgique un phénomène de mode et puis les gens nous connaissent pas vraiment. C'est quelque chose d'identitaire en Belgique, la bière, et je pense que c'est du coup des clients qui sont plus fidèles et qui sont plus sur la durée et qui comprennent un peu mieux ce qu'on fait. Donc j'espère que oui, et je crois que oui, et j'ai envie de croire que oui. Merci Sébastien. Pour finir cette table ronde, peut-être simplement, je vais vous demander à chacun de vous s'il y avait une chose à retenir de tous les propos, une chose positive pour arriver à cette décarbonation des mobilités, quelle serait-elle? On va démarrer par Aurélien. Aurélien, une chose à retenir. Les co-bénéfices. Non, oui, le fait qu'au-delà de la décarbonation et des impacts sur le CO2, comme il y a beaucoup d'autres impacts actuels et qu'ils ont tendance à être réduits aussi en sollicitant ces leviers de décarbonation, eh bien, c'est de capitaliser sur justement le fait qu'on a plein de co-bénéfices à aller vers ce monde-là en termes de santé. Ça, c'est quand même un levier qui est moins souvent évoqué quand on parle de mobilité. Et en fait, les impacts sur la santé, quand j'évoquais tout à l'heure, il y en a vraiment de nombreux. Et puis, sur la qualité de vie aussi, de manière générale, avoir une ville plus verte avec moins de bruit, moins de pollution, etc. C'est aussi en termes de qualité de vie des réels gains. Donc il y a aussi beaucoup d'aspects positifs à aller chercher de ce côté-là. Donc le co-bénéfice. Mathieu, une idée à retenir? Moi, je parlerais de désirabilité. Souvent, on ne fait pas les choses parce qu'on anticipe des râleries de la part des gens. Mais en fait, les photos que je montrais tout à l'heure, qui voudrait retourner dans ce type de ville où il y avait des voitures stationnées partout, y compris sur la Grande Place de Lille et sous la Tour Eiffel? Personne. Et en fait, faut écouter aussi, voilà, peut-être j'ai pas trop l'expression, mais peut-être une minorité silencieuse qui a envie que tout ça se passe. Les arbres en ville, c'est pareil, tout le monde en veut. Tout le monde, quand on interroge les gens, tout le monde veut avoir plus d'arbres en ville. Mais où est-ce qu'on les plante? Bon, sachant que 50 à 80% de l'espace en ville est occupé par la voiture, c'est assez évident. Mais donc, si on montre aux gens ce qu'ils vont gagner, finalement, on ne réduit pas la place de la voiture pour se faire plaisir, c'est pour pouvoir en faire autre chose de plus intéressant, de plus inclusif, etc. Et donc, moi, l'hypothèse que je pose, c'est que, en fait, ces transformations-là, elles sont demandées par le citoyen, et au contraire, le politique ne va pas assez vite pour répondre à cette demande, à cette envie citoyenne, qui est parfois pas exprimée, mais qui est bien existante. Sébastien? Moi, parmi les choses qui m'ont interpellé de vos présentations, c'était aussi cette idée que 40% des gens qui ont 1 kilomètre à faire le font en voiture. Et ça, c'est pas les politiques publiques
qui vont changer quoi que ce soit, c'est nous. Donc de se poser des questions, de se regarder dans le miroir et de sentir qu'en fait qu'on a le pouvoir, parce que c'est nous qui avons le pouvoir, que ce soit dans les urnes, mais aussi forcément au quotidien, aujourd'hui, demain. Donc j'ai trouvé ça assez flashant et je me suis vraiment demandé mais pourquoi ils font ça, parce qu'effectivement même pour eux c'est beaucoup moins sain, et donc se poser ces questions-là, je pense que les politiques peuvent faire beaucoup mieux, mais nous aussi on peut certainement faire beaucoup mieux, et moi le premier. Merci beaucoup sur ces quelques mots qui clôt cette table ronde, et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à participer et à écouter ces différents échanges. Bonne journée à vous.